Bonsoir, bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne. L'antenne est à vous pour 2 heures de direct au 39 21. Je suis heureuse de vous y accueillir, de vous écouter et je l'espère de vous guider. Vous pouvez tout nous confier, vos joies, vos peines et vos doutes. Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime, disait Albert Camus. Ici, nous sommes dans l'intimité, celle de la nuit et de ce studio d'Europe 1, plongé dans sa jolie et douce lumière bleutée. Asiba et Quentin prennent ce soir vos appels au standard au 39 21 avec toute leur gentillesse et leur bienveillance. Et Philippe Chartier veille à la bonne réalisation de cette émission, comme à l'accoutumée. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39 21. Et puis, vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et nous accueillons Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. J'ai un écho. Ben voilà, et j'appelle. J'avais téléphoné il y a 3 semaines, un mois à peu près. C'était pour parler, en fait, que j'étais très seul, que la solitude me pesait. Et pas mal de personnes ont laissé les coordonnées hors antenne que j'ai pu rappeler. Oui. Dont une personne, parce que moi j'habite sur Toulouse, dont une personne qui habite la région de Béziers, qu'elle se reconnaîtra ce soir parce qu'elle est à l'écoute. Et que je remercie parce qu'on discute pratiquement tous les jours, on s'appelle, et vraiment quelqu'un de très sympa. Voilà. Et donc, c'était pour remercier tous ces gens très sympathiques qui ont appelé, qui discutent avec moi. Ça me fait beaucoup plaisir, quoi. Parce que là, moi, j'habite un petit village de campagne où les gens sont très fermés, où je me sens très seul et c'est pas facile, quoi. Ouais. Et Jean-Claude, vous appeliez ce soir parce que ce sentiment de solitude continue à vous poursuivre, à vous tarauder. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. En même temps, c'est vrai que la solitude, on a toujours, plusieurs façons de la vivre. Il y a des gens qui sont bien dedans, d'autres à qui elle pèse plus. Et en même temps, c'est pas toujours une histoire de distance physique. Vous voyez, quand vous dites je me suis isolée, je suis dans un petit village, sentiment de solitude, elle prend souvent sa source dans sa propre histoire. Oui. Ouais. Disons que déjà d'être seul, c'est dur. Enfin, moi personnellement, la solitude, ça me pèse énormément. Mais en plus de me retrouver ça fait 10 mois que j'habite ce village. Les gens sont très distants et sont pas du tout accueillants. Ils sont très fermés. C'est les gens du village, mais les gens d'extérieur. Alors que Toulouse, c'est 30 km, quoi. Je suis un étranger, quoi. Vous voyez? C'est qu'il faut le temps. Je le ressens très fort et je le prends. Ça me fait de la peine, quoi. C'est vraiment... Peut-être, Jean-Claude, vous souhaiteriez qu'ils viennent d'emblée vers vous accueillir, mais quelquefois, des gens de la campagne... Je suis comme ça, moi. Je vais vers les gens, je suis très accueillant, je vais vers les gens, j'aime parler, j'aime les gens, et... Vous voyez? Oui, alors ces gens. On a du mal à comprendre les gens différents de nous. Oui. Et du coup, vous êtes déçus parce que vous avez une attente qui n'est pas satisfaite. Mais si vous changez de lunettes, Jean-Claude, en comprenant justement qu'ils sont différents de vous, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir le temps de vous adopter, de vous découvrir. Honnêtement, je vais vous dire, je ne crois pas du tout. Non. Je ne crois pas ici, non, ni dans... Enfin, moi, j'ai habité aussi les Pyrénées, l'Ariège. J'avais un restaurant en 92 avec mon ex-compagne. Et les gens, c'est exactement pareil qu'ici. Ils étaient très fermés. Puis alors, ils supportaient pas que quelqu'un de l'extérieur vienne prendre un commerce, quoi, ou habiter. Mais un commerce encore moins. C'est vraiment très, très, très fermé, quoi. Très fermé. Et pourtant, vous avez su faire votre trou là-bas avec votre restaurant? Non, c'était très dur. Moi, je travaillais qu'avec le passage. Mais surtout pas avec les gens de Axe-les-Thermes. J'avais 3-4 personnes de Axe de temps en temps qui venaient, mais les commerçants chez qui je me servais, que ce soit le pain, la boulangerie, le boucher, l'épicier, jamais en 2 ans, ils sont venus chez moi.
C'est vraiment incroyable, quoi. Non, ils veulent pas. Et vous savez, j'ai écouté une émission c'est avant-hier, je crois. Comment ça s'appelle cette émission après Capital, je ne sais plus, exclusif. Oui. Il parlait, justement, il y avait un reportage sur le Mont-Saint-Michel, où les gens, dont un restaurateur qui habite le Mont-Saint-Michel depuis très longtemps, et de génération en génération, ils ont pris ce restaurant, et il disait qu'ils n'acceptent pas, aucun n'accepte au Mont-Saint-Michel des gens qui viennent de l'extérieur. Ils n'achètent que les commerces entre eux, mais surtout pas des gens de l'extérieur. Oui. C'est impressionnant. Mais dans ce que vous dites, Jean-Claude, moi j'entends un paradoxe, il me semble, c'est que d'un côté vous dites je suis quelqu'un de très ouvert, très liant, je vais facilement vers les autres, et souvent quand on est naturellement comme ça, on crée relativement facilement des liens. Est-ce que vous n'avez pas... Parce que j'entends aussi beaucoup de croyances sur qui sont les gens, comment ils sont. Est-ce que vous n'avez pas un a priori ou une crainte d'être déçu par la relation qui fait que vous restez un peu sur votre quant à vous, comme on dit? Non, parce que je vais vers eux. Je vais vers eux. Ici, d'ailleurs, j'offre beaucoup... Mais vous avez beaucoup d'attentes. Vous voyez, vous allez vers les gens avec beaucoup d'attentes. Ah oui, voilà. Et ça piège. Oui, beaucoup d'attentes. Je me dis, je comprends pas que ces gens soient comme ça, parce que moi, je ne le suis pas, et c'est décevant, quoi. C'est décevant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a un grand cœur et qui est prêt à donner beaucoup, et c'est ce que je fais, ici. Oui, mais on peut aussi découvrir les gens dans leurs différences. Les gens sont différents de nous, ils sont pas forcément décevants, ils sont autres. Ils sont autres, oui, mais c'est l'expérience de l'altérité, l'autre. Mais bon, maintenant, c'est vrai que ça me déçoit parce que moi, je suis pas comme ça, quoi. Je reçois tout le monde, je parle avec tout le monde. Oui, mais vous voyez, il y a Olivier le patrouilleur là qui envoie un SMS et qui dit qu'effectivement vous êtes avenant et cette différence avec les gens de votre village peut vous surprendre, mais Olivier dit il faut du temps pour se lier et effectivement il faut de la patience, du temps, un peu s'apprivoiser. Oui. Peut-être, oui. Mais bon. Non, vous n'avez pas très envie d'apprivoiser l'autre. Vous voyez, peut-être que vous êtes vous-même un solitaire qui s'ignore. Les gens vont m'apprivoiser ici. D'ailleurs, il y en a un ou deux qui m'ont dit au village, c'est comme ça et ça ne changera pas, quoi. Tu peux être là pendant 10 ans. Il y en a qui sont là, qui sont de l'extérieur, qui sont arrivés il y a 4-5 ans, qui me disent, nous, voilà, on est dans notre coin, on fait notre boulot, et puis le reste, ça rentre, ça sort. Bonjour, au revoir, merci, et vous voyez. Il y a Poupi qui dit qu'elle vous comprend, mais qu'il faut dire que c'est identique dans un vieux quartier d'une grande ville. Quelquefois, il y a aussi beaucoup de solitude dans les villes. Tout à fait, ouais. 2012, vous savez, c'était l'année de la solitude. Il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls. Alors, effectivement, la question, c'est quand on le ressent douloureusement comme vous, quel remède, finalement? Qu'est-ce qui est à votre portée? Aller dans des associations. Oui, c'est ce que vous faites. J'ai été dans une association il y a quelques temps maintenant. Et je vais me remettre ici, dans la région, si je peux remettre au théâtre, parce que je faisais du théâtre. Oui. Et quelques randonnées aussi, faire de la randonnée, parce que j'ai vu qu'il y avait une association de rando dans un petit village à côté d'ici. Donc voilà, je pense que pour trouver le centre d'intérêt, c'est d'aller dans des associations où les gens font la même chose que vous. Et puis là, je pense qu'on peut rencontrer des gens intéressants et avenants, peut-être. Oui, bien sûr. Et Jean-Claude, c'est un sentiment de solitude que vous avez depuis longtemps dans votre vie? Vous l'aviez enfant, ce sentiment-là? Non, mais bon, moi, j'étais avec quelqu'un il y a 1 an et demi. Nous avons été 2 ans ensemble. Et cette personne, j'avais quitté mon appartement pour aller vivre chez elle à Toulouse. Et au bout de 10 mois, on s'est séparés. Elle est allée avec quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvé tout seul dans la rue, quoi. Enfin, dans la rue. Oui.
elle m'a viré pour aller avec quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvé vraiment tout bête, quoi. Et il a fallu que je trouve quelque chose rapidement. Et là, depuis 10 mois, je suis seul. Ouais. Oui, alors il y a sans doute cette rupture qui amplifie votre sentiment de solitude, forcément. Puis bon, voilà, je suis quelqu'un qui... Bon, j'ai 49 ans, je vais faire 49 ans. J'ai envie de reconstruire quelque chose de durable, de sérieux, parce que je suis pas quelqu'un qui est de l'aventure, quoi. Donc là, je suis sur un site où les gens font des sorties. Et bon, je me suis aperçu que quand même, il y avait beaucoup de gens qui étaient pas très sérieux. Bon, c'était surtout pour des sorties et puis après des rencontres pour un soir, 2 soirs. Moi, ce qui n'est pas mon cas, quoi. J'ai envie vraiment de reconstruire maintenant quelque chose, quoi. Je suis quelqu'un de... Oui, mais vous savez, il en suffit d'une personne comme vous. Je suis quelqu'un de très sensible et sentimental et affectueux, quoi. Donc, j'ai pas envie de rencontrer... J'ai pris les vestes, j'en prendrai sûrement d'autres. J'espère que... Mais bon, malheureusement, c'est la vie, Mais bon, j'ai envie à 49 ans maintenant, j'ai envie de reconstruire quelque chose de sérieux et de donner le plus d'amour et d'en recevoir, quoi, parce que je suis comme ça. Oui. Je suis sincère, quoi. Oui, bien sûr, Jean-Claude, c'est tout à fait légitime. Ça peut paraître bizarre, parce que quand non, bizarre d'avoir... des personnes me disent, ouais, mais tout le monde dit ça, tous les hommes disent ça, mais bon, on n'est pas tous pareils, Après, il n'y a pas que les mots, Jean-Claude. Il n'y a pas que les mots, voilà. Il n'y a pas que les mots, oui, bien sûr. Il y a le fait voilà, alors effectivement, peut-être qu'une femme vous renvoie le fait de tous les hommes disent ça, c'est parce que vous avez en face quelqu'un qui est peut-être aussi méfiant ou blessé que vous, et il faut savoir composer avec l'autre. Quand je vous parlais de l'altérité, c'est de découvrir la différence, parce que vous dites beaucoup, je suis comme ça, mais comment est l'autre? Et comment vous pouvez composer avec la différence? C'est peut-être ça qui est important pour vous. Il y a un centre d'intérêt et des points communs. Oui, bien sûr. Mais on est toujours face à la différence de l'autre. L'autre reste toujours un autre. Et il y a peut-être cet apprentissage-là à faire pour vous aujourd'hui. Maintenant, j'ai tellement eu d'échecs ces 2 dernières années que c'est vrai que je suis méfiant, j'ai peur. Oui, c'est ce qui s'entend. J'ai peur de prendre des notes parce que je m'attache. Oui, c'est ce qu'on entend, Jean-Claude. Si j'aime une personne, je vais m'attacher et j'ai pas envie d'être déçu. Oui. Alors, mais ça fait très mal, quoi. Bien sûr, mais vous savez, Jean-Claude, donner sa confiance à quelqu'un, c'est prendre un risque énorme. C'est celui d'être trahi. Oui. Mais il faut le savoir. Et donc, donner sa confiance, ça va avec ce risque de trahison. Et souvent, effectivement, on veut pas la donner parce qu'on a trop peur. Et c'est dommage parce qu'on peut passer à côté de quelque chose de très beau. Et vous voyez, il y a Olivier qui ressent la même chose que moi, vous entendre, voilà, il vous trouve un peu désabusé, un peu amer, avec un passé un peu lourd. Et il vous conseille, voilà, de vous reconstruire, de digérer, parce que vous êtes dans l'attente et vous avez tellement peur d'être déçu, Jean-Claude. Je crois qu'on a tous peur d'être déçus, non? Oui, mais à un moment donné, il y a un risque. Il y a une confiance à donner. Voilà, quand je vous parlais de risque. Oui, mais le fait, vous voyez, d'avoir pris avec l'âge, et c'est normal, on est un être humain, vous savez, il est comme une roche, enfin comme des couches de sédiments différents, et quelquefois c'est très solide, tout ça. Alors on forge des croyances pour se protéger. Et puis... c'est difficile d'y renoncer. Alors on navigue dans la vie. C'est pas mal non plus, de prendre des coups de pied. Je veux dire, ça fait avancer, on apprend. On en apprend tout le temps. Je veux dire, à force de prendre des coups de pied, oui. Vous voulez dire quoi, Jean-Claude, à force de prendre des coups de pied? Des coups de pied, Non, mais vous voulez dire à force, qu'est-ce qui se passe? Vous dites quand vous êtes avec quelqu'un et puis que au bout de quelques mois, vous êtes déçu parce que la personne vous a dit on va faire des projets ensemble, on va faire ça, on va partir ensemble et faire plein de choses, et puis qu'au bout de 6 mois, elle vous dit non, finalement non, tout ça, je peux pas. Donc 2 pas en avant, 10 pas en arrière, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois.
de tomber sur des personnes qui vous disent au bout de 6 mois qu'elle a un gros problème psychologique, que finalement elle se sent pas prête, qu'elle a eu ça. Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé. 4, 5 fois. Et ça fait mal parce que je vous dis, quand moi j'aime quelqu'un, je suis vraiment entier, quoi. J'ai pas envie que ça soit une aventure, quoi. Oui. Voilà. Ouais, alors il y a Isabelle qui est en campagne toulousaine également, qui souffre également de solitude et qui qui propose d'échanger ses coordonnées avec vous. Donc on va vous mettre en contact au standard. Mais c'est vrai que oui, en campagne toulousaine elle aussi. D'accord. Mais c'est vrai qu'il me semble important, Jean-Claude, de vous reconstruire un peu, parce que je crois que vous êtes assez blessé, ça se comprend, hein. Et donc d'y aller prudemment peut-être. Maintenant je vais vous dire, franchement. Ça fait un an que je ne suis plus avec la personne avec qui je suis resté 1 an et demi. J'ai tourné la page. Je suis maintenant prêt à reconstruire quelque chose, à me remettre avec quelqu'un. Il n'y a aucun souci. Je ne pense plus à cette personne. Ce que je veux, c'est que j'aimerais tomber sur une personne sincère, entière, qui me disent j'ai les mêmes convictions que toi, j'ai envie de reconstruire quelque chose, et de pas me dire on va faire ça, et après me dire non, on fait le contraire, quoi. 2 pas en avant, 10 pas en arrière, vous voyez. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quoi. Et puis pouvoir discuter sincèrement, quoi. Je veux pas m'amuser, franchement, je veux pas m'amuser. C'était peut-être assez rare aujourd'hui, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais non, ça n'existe plus. Non, moi j'y crois pas, moi je crois à l'amour encore. Oui, alors vous voyez, il y a Lily et Socrate qui disent il faut savoir prendre des risques pour avancer, vous n'avez plus rien à perdre. Voilà. Écoutez Jean-Claude, on va vous mettre en contact avec Isabelle au standard, hein. Quentin et Asiba vont vous rappeler. Tu vas me mettre en contact avec. Voilà. D'accord. Voilà, hein, ils vont vous rappeler. Voilà. D'accord. Bon courage Jean-Claude. Merci. Et prenez soin de vous. Je vous rappellerai. Puis si dans 3 mois je suis encore célibataire, je me fais prête. Je rentre dans un. Non, c'est dommage. Quand on croit autant au grand amour que vous, ce serait dommage. Oui, j'entends bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, Jean-Claude. Merci de votre accueil. Et puis, c'est très gentil. Oui, prenez soin de vous. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et puis avant d'accueillir Violette à l'antenne, un SMS pour Jean-Claude. Si vous nous écoutez toujours, Jean-Claude, il y a Claire qui vous dit que vous vous êtes déjà remis en question vous-même, et que c'est souvent de nous que ça vient. Il faut être curieux et humble, pour aller vers les autres, et peut-être quelquefois effectivement changer un petit peu son angle de vue. Voilà. Violette, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Oui, Sophie. bonsoir Violette. Voilà. Par quoi commencer, hein, c'est ça la question. Ouais. Non, parce que ça fait, je vous ai entendu plusieurs fois, sur l'antenne, et en fait c'est vrai que je vous connais pas, mais comme ça l'image que vous donnez extérieurement, en fait j'apprécie beaucoup votre douceur, comme ça, votre mesure. En vrai, c'est vrai que j'aime bien votre personnalité. Et, c'est sympa. Ouais. Bon. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène avec nous là, dans le studio d'Europe 1 et à l'antenne ? Voilà. Bon, alors c'est assez émotionnel pour moi, je suis désolée. Oui, non, c'est normal, vous savez. Bon, alors, c'est qu'en fait, c'est une histoire, avec un garçon. Et en fait, c'est quelqu'un que je connaissais depuis de longue date, si vous voulez, qui a eu des comportements de séduction avec moi, avec des phases, des trucs, des allers, des retours, des trucs. Bon, bref. C'est quelque chose qui a fini par se concrétiser récemment. Il y a quelques mois, si vous voulez, mais qui a été très bref, qui a duré que 3 semaines. En fait, si j'interviens ce soir, c'est parce que mon témoignage est un condensé de 2 témoignages qu'il y a eu hier. Hier soir.
Oui. Hier soir. Voilà. Et ça m'a frappée parce que je me suis dit, tiens, en fait, je panache les deux et au vu des réponses que vous avez fait, en particulier à la première femme, à la jeune femme qui s'appelait Alim, ou je sais plus quel est son Iman. Voilà, il y avait un peu, je sais pas, je me disais qu'il y avait un petit peu un rapport. Et que qui disait qu'elle était trop, et que lui sentait pas assez dans l'histoire. Voilà. Exactement. Bon, mais alors moi, mon histoire, en fait, ça a duré 3 semaines. Il a mis un terme. Et bon, voilà, quand j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il voulait voir s'il y avait du potentiel. C'est charmant. c'est vachement là, c'est romantique. Oui, c'est romantique, oui. Bon, j'ai pas trop su comment le prendre. Il m'a dit, alors après, qu'est-ce qui relève de l'habillage et qu'est-ce qui relève de la réalité dans ce cas-là. Il m'a dit qu'il avait peut-être un blocage. Alors j'ai appris que pendant le temps où il me faisait la cour, il avait en fait eu pendant un moment une relation avec une autre fille aussi. Ça c'est sympa, il me l'avait pas dit. Voilà. Et puis aussi, il m'a dit, et je lui ai dit, mais t'as quelque chose à me reprocher, ça? Parce que donc moi je suis en situation de handicap. Je lui ai dit, est-ce que c'est ça qui t'a gêné? Et en fait il m'a dit, non, enfin j'ai un truc à te reprocher, c'est tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Ah. Voilà. Bon, moi, ce à quoi j'ai rétorqué, toi, tu parles pas beaucoup, alors donc c'était pour établir un équilibre. Mais voilà, il y avait ce côté trop. Et bon, voilà. Donc la relation s'est arrêtée. Alors ça a été horrible. Enfin moi, je l'ai excessivement mal vécu parce que ça faisait très longtemps. Enfin bon, du coup, j'y pensais, tout ça. Enfin bref, je suis un peu tombée de haut. Même si de toute façon ça se passait pas très bien, il fallait. Moi je pensais qu'on allait discuter et trouver un modus vivendi. Je pensais pas quand même, un truc, je pensais qu'il y tenait un petit peu au bout de temps. Oui. Donc ça a été très très dur. Voilà. Et puis en fait, je me suis dit, cette personne, j'en entendrai plus parler, etc. Ça a pas loupé. 15 jours plus tard, en fait, il me rappelle. Alors, et puis voilà. Depuis, il a cherché à me revoir, mais sans me dire qu'il voulait ressortir avec moi. Enfin, c'était très 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 confus tout ça. Donc moi j'estimais que j'avais pas à reprendre l'initiative dans la mesure où je l'avais déjà fait et où c'était pas à moi puisque c'est pas moi qui avais arrêté la relation, c'était pas à moi de parler, enfin c'était pas à moi de remettre ça sur la table quoi, je pense. Ouais. Enfin, moi je l'ai senti comme ça. Et puis donc c'est pas venu de son côté. Et puis un jour il m'a donné rendez-vous sur le lieu où on s'est rencontrés, enfin où on se croise quoi si vous voulez. Et ce jour-là, donc moi je me suis dit peut-être enfin il va vouloir parler de quelque chose, je sais pas quoi. Et en fait ostensiblement, il s'est mis à avoir des attitudes de séduction vis-à-vis d'une fille sous mon nez, quoi. Voilà. Et donc, j'ai pensé, la première fois que ça s'est passé, j'ai pensé que c'était un peu pour me narguer, voilà, quoi. Sauf que ça s'est reproduit et que donc maintenant, ça s'est plus ou moins installé comme une habitude et là, j'ai un souci, en fait. Un souci, le fait de vous sentir provoqué par lui quand il drague... Je ne sais pas si c'est de la provocation. Après, au début, j'ai cru que c'était de la provoque. Maintenant, peut-être tout simplement qu'il est attiré par cette personne et que... Et quand vous me dites j'ai un souci, c'est quoi ce souci? Ce souci, c'est que cette personne, je suis susceptible de la recroiser et de la voir avoir affiché cet amour naissant avec l'autre personne. Enfin voilà, ostensiblement sous mon nez. Vous sentez trahi? Bah oui, et la rupture est hyper récente avec lui. Déjà, moi, je pensais pas qu'il oserait me rappeler, me renvoyer des messages, qu'il oserait se repointer sur le lieu de l'activité, puis que là, il aille jusqu'à... voilà quoi. Vous avez le sentiment qu'il joue avec vous? Au début, ça m'a paru évident. Mais maintenant, ça s'est produit déjà 2 fois et je pense que ça va continuer sur le même mode. Au début j'ai cru qu'il jouait, maintenant je me pose la question, peut-être qu'il est juste attiré par cette personne ou je sais pas. Et est-ce que Violette, ce que vous venez de vivre, ça change pas finalement quand même un petit peu le regard que vous portez sur lui? Ça devrait, Je manque de recul, c'est pour ça que j'en parle. Non, pas forcément, mais voyez, là vous avez des nouvelles informations qui vous permettent de modifier en tout cas la croyance ou l'idée que vous faisiez de cette personne. C'est-à-dire que souvent c'est dans les actes que ça nous permet de juger ou de comprendre ou de découvrir qui est l'autre. On parle beaucoup par nos façons d'être, nos modes d'action, nos agissements. Et là, dans sa façon d'être, ce que vous observez, ça vous donne de nouvelles informations qui sont susceptibles de vous aider
dans l'histoire que vous avez écrite en disant tiens, ben ça j'avais pas vu, ça, vous voyez. Alors peut-être qu'effectivement, comme vous dites, vous le voyez pas encore parce que quelquefois, comme on est blessé, on n'a pas envie de le voir, ça, et c'est très humain. Et ça oblige à découvrir quelque chose qu'on ne veut pas savoir, parce que c'est compliqué d'être attiré par quelqu'un ou d'aimer quelqu'un et d'être très déçu. Ça nous renvoie à nous-mêmes et à la fiabilité qu'on a de nos propres sentiments, vous voyez, envers la personne. Donc on n'aime pas trop se dire zut, alors la personne que j'ai aimée finalement, c'est ça, quoi. Vous voyez. Parce que ça renvoie à soi. Vous voyez, c'est fragilisant pour soi-même. Ouais, pour le dire crûment, j'ai été attirée par un mec nul, quoi. Voilà. Oui, mais c'est tout le temps, ça, en même temps. Enfin, ça veut rien dire, vous voyez. Ça arrive dans toutes les histoires. C'est ce que vous essayez de me dire, finalement, dans le fond. Peut-être, oui. Oui, parce que ça vous permettrait de vous dire, parce que c'est pas j'ai été attiré, c'est j'ai pas vu, parce que là vous êtes dur là avec vous quand vous dites j'ai été attiré par un mec nul, comme si c'était de votre responsabilité. Mais vous n'avez pas été attiré, vous avez été séduite. Il vous a séduit, vous voyez. Ouais, c'est pas clair. Vous, voilà, c'est ce que vous avez raconté. C'est lui qui est venu vous séduire, vous tourner autour, etc. Et d'ailleurs, vous dites que vous avez mis un certain temps avant d'accepter, avant de le voir. Donc, avant de craquer, vous êtes, voilà, vous avez voulu voir, attendre un peu. Donc, non, vous avez pas, vous voyez. Donc, quand vous parlez de vous comme ça, vous êtes un peu dur avec vous-même. Non, par contre, ce qui est compliqué, c'est d'accepter d'avoir été séduite par quelqu'un qui finalement n'est pas fiable. C'est un peu comme on parlait avec Jean-Claude tout à l'heure de donner sa confiance et d'être trahi. Vous avez donné votre confiance et vous avez été trahi. Et ça, c'est un sentiment douloureux. Très douloureux. Mais, ouais, est-ce que, parce que quand j'en parle à mes amis, tout le monde me dit, mais c'est bon, et tout le monde me dit, mais de toute façon, t'as rien à dire, tu sors plus avec, donc qu'il s'affiche avec une autre, ça te regarde pas, c'est pas ta vie, quoi. Et... c'est blessant. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas une histoire de c'est pas votre vie, c'est vous avez une relation avec cet homme et maintenant cet homme s'affiche ou en tout cas drague d'autres femmes devant vous. Pour vous, c'est blessant. C'est forcément blessant. Voilà, surtout si c'est frais, quoi. Oui, frais et puis décevant parce que vous avez mis du temps avant de craquer, vous. Ouais. Donc c'est d'autant plus décevant que vous-même avez été prudente. Ouais, c'est vrai. Et donc là, ça rend la rupture plus douloureuse parce que vous pensiez être en protection au moment où vous avez craqué. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je pensais qu'il y tenait un peu et en fait, de quoi m'aperçois-je ? Que finalement, il n'était pas aussi fiable que l'idée que vous en étiez fait. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous reprocher, vous voyez, d'avoir craqué. Parce que c'est en faisant qu'on crée de l'expérience dans la vie. C'est par cette action-là, vous avez appris quelque chose qui vous servira pour une fois prochaine, et ainsi de suite. On construit notre connaissance dans la vie par les expériences qu'on mène des relations. Oui, mais dans le fond, qu'ai-je appris, Sophie ? C'est ça le souci ? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Je vous pose la question, alors, puisque vous la posez. Parce que vous voyez, moi j'ai été prudente et j'ai été trahie, alors qu'est-ce que ça m'apprend que la prudence ne sert de rien et que... Non, je dirais pas ça. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez appris ? Non, je pense que ce que j'ai appris, je me fais un peu l'avocat du diable. Ce que j'ai appris, je pense, c'est que on est bien obligé de tenter l'expérience et que c'est pas d'attendre, ça change rien et que j'aurais dû peut-être la tenter plus tôt, j'aurais été déçue pareil, mais au moins j'aurais peut-être placé moins d'attente et qu'on peut jamais savoir sur qui on tombe en fait, je sais pas. C'est surtout sans doute ce que vous avez appris, c'est il y a peut-être un type d'homme ou de relation, des antennes, vous voyez, c'est que ça a aiguisé vos antennes. Déjà cette personne, je m'en méfie un petit peu. Celle-là c'est sûr, mais vous voyez, il y a Valet de cœur qui dit vous êtes tombé sur un Casanova sans le tact, ne regrettez rien. Mais sans doute que une certaine façon, vous voyez, d'être ou de fonctionner d'un homme ou dans la relation, ça vous a développé certaines antennes qui vont vous aider pour les fois prochaines. Ouais, et puis mais sans doute je le verrai avec le recul. Voilà, je suis pas trop à même de savoir maintenant, c'est sûr. Mais l'autre truc, c'est comment je fais ce mec, parce que en fait, je vais être amenée à le recroiser, Sophie. Ça le truc. Donc comment je fais ? Est-ce que c'est une activité ? Est-ce que je le fais exclure ? Est-ce que je dois supporter sans rien dire ? Est-ce que j'ai le droit de lui faire une remarque ? Que suis-je en droit de faire ? Et
Enfin, quelle est l'attitude que quelqu'un qu'on adopterait si on avait son sens commun, quoi. Je veux dire, oui. Vous voulez dire quelle aurait été la bonne... Non, qu'est-ce que je dois faire? Oui, d'abord, est-ce que j'aurais dû m'interposer quand je l'ai vu avoir ce comportement avec cette autre nana? Est-ce que c'était pour attirer mon attention? Et est-ce que j'aurais dû lui crier dessus, en tout cas le cadrer? Et puis maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me laisser faire, le laisser continuer son cirque? Je sais pas. Enfin, Alors, oui, non, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas ce que vous devez faire, il y a ce qui est important de faire pour vous. C'est déjà autre chose. Donc, il n'y a pas, vous voyez, une bonne façon d'agir ou de réagir. Il y a qu'est-ce qui est juste ou pas pour vous dans la situation donnée. C'est qu'est-ce qui vous ferait du bien là, qu'est-ce qui vous apaiserait. Voilà. Ouais, pas ça. Et peut-être que c'est en tout cas le voir en tête à tête, provoquer la discussion pour lui dire finalement un peu ce que vous me dites là. C'est voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que j'ai appris. Et moi, j'ai besoin de comprendre parce que j'ai souffert de ça. Donc, est-ce que tu as joué... Alors, et vous verrez d'ailleurs s'il se défile ou pas. Oh, il va se défiler. Oui, sans doute. Mais au moins, vous aurez dit ce que vous aviez sur le cœur. Ça vous aura permis en face de lui de le démasquer déjà et de dire voilà moi comment j'ai vécu les choses. C'est pas tant sa réponse qui va importer dans ce que vous moi êtes. De le dire, ouais, oui. Je comprends que moi de le verbaliser quoi. Oui. Hein. Oui, et de vous sentir apaisé par le fait de lui dire voilà, je t'ai vu. Je t'ai vu, j'ai vu, je sais, c'est ok, voilà, ça m'a fait mal, mais moi j'avais besoin de dire ça. Mais il sait que je sais, il l'a fait exprès de toute façon. Donc moi en même temps, le dire, c'est est-ce que c'est pas marcher un peu? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est pas marcher dans son jeu? Bah ouais, c'est ça quoi, genre je te fais mousser en m'affichant avec l'autre, et puis moi je suis là, mais dis donc t'es pas gentil, enfin je sais pas. C'est pas tant, vous voyez, ça sera la façon dont vous allez dialoguer avec lui, parce que c'est pas lui faire des reproches en disant tu m'as joué un sale tour ou t'as pas été bien. C'est à l'inverse, c'est parler de vous. C'est voilà comment moi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Est-ce que je peux dire, par exemple, je suis blessée que tu t'affiches de la sorte avec cette personne? Je suis très déçue, oui, je suis très déçue. Je suis blessée parce que voilà, c'est pas ce que j'imaginais et moi j'y ai mis du cœur et voilà comment moi j'ai vécu notre histoire et pourquoi moi j'ai mis du temps. Donc voilà, juste, je trouve ça nul. Je vous le fais lui. Bah ouais, c'est bête ça. Bah écoute, voilà, mais on n'est plus ensemble, hein, donc je fais ce que je veux, quoi. Bah oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Votre réponse, oui, bien sûr. Mais moi, voilà, ça me fait du bien. J'avais besoin de le dire, j'avais besoin d'en parler. C'est un respect de vous là dont il s'agit. Vous voyez, il me dit qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon. Voilà. Rien. Enfin, ça me fait juste que ça me fait de la peine et que moi, ça me fait du bien de le dire. Mais en même temps, effectivement, s'il est dans une fin de non-recevoir et dans ce niveau de dialogue-là, vous avez encore une information supplémentaire. Puis vous voyez, vous le savez, parce que là, vous me faites les réponses. Alors, il y a un mail là de Moon qui dit « Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, éloignez-vous de ce fantoche, vous dégagez une belle énergie et avez les ressources nécessaires afin de vous défaire de ce lien qui ne vous épanouit pas. Haut les cœurs, tournez la page et portez un meilleur regard sur vous-même et vous attirerez quelqu'un qui vous convient mieux. » Ouais, mais sauf que moi, cette personne, je vais être obligée de la recroiser. Alors tant pis, je traite ça par l'indifférence, voilà quoi. Bah oui, qu'est-ce que vous en pensez, Violette? Il peut sortir de votre écran radar, là, non? Même si vous le recroisez. Avant, il était là et dans une vie professionnelle. Alors oui, c'est compliqué, bien sûr, mais professionnel, c'est un peu semi-professionnel. C'est-à-dire c'est un truc où il aurait très bien pu ne pas... Enfin, moi, je pensais qu'après ce qui s'était passé, il n'aurait jamais l'audace de se repointer dans ce truc, quoi. Vous voyez, c'est une activité qu'on a avec des animaux qui nous aident, quoi. Vous voyez, Vili, il était bénévole là-dedans, mais j'étais sûre qu'il allait jamais, il refoute les pieds. Non, il m'envoie des messages, il revient, mais je trouve ça, mais... mais alors là, vous avez affaire à un... Vous voyez, il y a Gérard qui dit « Cet homme est un coureur de femmes, il vous fait souffrir, essayez de trouver le bonheur. » Et c'est vrai que là, vous avez affaire à quelqu'un qui a très très envie de jouer au chat et à la souris avec vous, hein. Vous croyez que c'est... Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a Poupie qui, je trouve, aussi envoie un message intéressant qui dit « La prudence est la mère de la sûreté.
pour vous, donc pour Violette, ce serait une expérience à analyser, à ne pas revivre. Je pense que c'est ça que vous a appris peut vous apprendre cette histoire. C'est à pas retomber dans les griffes d'un tel chat. Bon, d'accord. Et donc, ça veut dire, je le fais pas exclure de cette activité. Tant pis, j'affronte la réalité. Oui, ça va vous aider, Violette, parce que le faire exclure de l'activité, vous n'allez pas gagner quelque chose sur vous-même. Là, vous avez gagné quelque chose sur vous-même, c'est de vivre l'activité à ses côtés, en travaillant toute seule. Je dis en travaillant entre guillemets toute seule de votre côté, à ce que cette relation provoque chez vous, parce que servez-vous de tout ce que vous ressentez, de tout ce que ça provoque chez vous pour avancer. Très bien. Mais voilà, et ça va vous donner une boussole, ça. Ok, très bien. Voilà, donc je ne fuis pas, je ne le fais pas. Est-ce que je ne fuis pas le problème? Je l'affronte et c'est ce qui va plutôt m'instruire sur moi et sur vous. Sans forcément l'affronter lui directement. Je dis affronter entre vous et vous, parce que et sortez vos petites antennes vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait, comment je réagis, si vous avez une bonne amie, à qui en parler, mais voyez, parce que ça va vous apprendre des choses sur vous et ça, c'est très précieux. Ouais, non mais ok Sophie, parce que moi c'est ce que je pensais faire, et en même temps j'ai une copine, excusez-moi, je vais pas trop s'intonner, j'ai une copine qui m'avait dit ouais mais c'est tendre de bâton pour se faire battre. Et c'est vrai que ça me fout très très mal quand je le vois faire ça, je trouve ça horrible, je suis très très mal. Mais j'étais partagée entre cette copine qui me disait ça, mais tu le cherches aussi. Et ce que vous me dites, ou moi je sens que ça me fait travailler sur moi. Normalement je suis en analyse, mon psy n'est pas là cet été. Ah voilà, c'est l'été, les psys sont en vacances. Oui, c'est ça le souci. Non mais c'est bien que la libre antenne est là justement. Mais oui, vous avez, c'est parce que tendre le bâton pour se faire battre, c'est pas le même. Vous voyez, c'est pas le même procédé. Tendre le bâton pour se faire battre, ça voudrait dire reprovoquer une relation avec lui. Là, oui, il y a des coups à prendre. Là, c'est tendre le bâton. Mais travailler sur soi dans une situation qui nous est très inconfortable, ça fait avancer. D'accord, très bien. Bon courage, Violette. Je vous remercie beaucoup, Sophie. Je vous trouve vraiment mignonne. Moi aussi, c'est réciproque. Bonsoir, merci, Violette. Bonsoir. Très bonne soirée. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Sur Europe 1 et nous voilà repartis en exploration pour encore une heure de direct. L'antenne est à vous, 39 21. On échange, on partage, on s'entraide. Bref, on se tient chaud au cœur de la nuit. Vous pouvez aussi échanger avec nous et les auditeurs par SMS au 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. La nuit se poursuit avec Assiba et Quentin au standard et Fifi aux manettes. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis avant d'accueillir Nathalie, je voulais lire quelques réactions des auditeurs aux histoires que nous avons écoutées dans cette première partie d'émission. Tout d'abord concernant donc Jean-Claude qui est dans un petit village près de Toulouse et qui a du mal à vivre et à vaincre son sentiment de solitude. Alors il y a Chaudron de la Barque qui vous dit, Jean-Claude, beaucoup de sociétés fonctionnent en vase clos, c'est vrai, mais après tout, il y a peut-être d'autres pièces rapportées, notamment à Toulouse, où le turnover est très important. Et puis, il n'y a pas réellement de généralité, mais que des cas particuliers. Rapprochez-vous de la mairie, du site On va sortir. Proposez, vous verrez que des choses positives se mettront en place. Et puis, si je peux me permettre, nous dit encore Chaudron de la Barque, n'attendez pas tant et enrichissez-vous des différences. C'est toujours bénéfique. Oui, je suis assez d'accord. Et puis, il y a Isaac qui dit, vous êtes vraisemblablement échaudé, Jean-Claude, par
par votre rupture et de ce fait, vous êtes en attente, ce qui se perçoit facilement, rapidement. Essayez de vous laisser aller davantage. Cela n'implique pas forcément de devenir libertin, mais de prendre le temps d'aller vers l'autre et de le ou la découvrir. L'attente excessive peut parfois être anxiogène. Très bon courage à vous et explorez d'autres pistes. Et puis enfin, Tinou qui vient de quitter la région parisienne et qui s'est installée en province, où pourtant, dit-elle, la vie est plus douce, mais quelle grande solitude. Même bonjour, ils ont du mal à répondre. C'est comme partout. Et puis, depuis toujours, l'étranger fait peur. Grand sujet à développer. C'est vrai, c'est un grand sujet, effectivement, à développer. Et puis, en matière de solitude, on fait un petit clin d'œil à la libre antenne à Poupig, qui nous dit que, voilà, il est à 1h de 51 ans sans enfant. Et Poupig, en breton, veut dire bébé en français. C'est la même racine latine que poupée. Alors, si j'ai bien compris votre SMS, Poupig, je vous souhaite un bon anniversaire parce que ça y est, on a basculé dans la journée suivante. Voilà. Et puis, nous accueillons Nathalie. Nathalie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Nathalie. Alors Nathalie, vous vouliez aussi faire le lien, je crois, avec l'histoire de Jean-Claude. Oui, parce que, en fait, j'ai écouté au début ce qu'il disait, qu'il était parti dans un petit village. Le reste, après... après, c'est son histoire. Voilà, je parlerai donc de ma propre expérience. Bien sûr. Moi, je suis bordelaise. Enfin, j'habite dans la banlieue de Bordeaux. Et je viens d'acheter une petite maison en Bourgogne. Alors voilà. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas quelles étaient les motivations de Jean-Claude pour partir de Toulouse. Moi, je connais très bien les miennes, c'est-à-dire que ici, c'est la campagne, mais campagne. Il y a, le téléphone portable ne passe même pas. Je suis dans un petit hameau. Je peux dire, pour 125 000 €, j'ai acheté une petite maison qui est très jolie, une ancienne fermette avec une grange et un terrain de 800 mètres carrés qu'à Bordeaux, j'aurais payé plus de 300 000 €. Voilà. Donc ça, déjà, c'était la première motivation. Oui. Bon, il se trouve que moi, la solitude ne me dérange pas du tout. Oui, c'est pour ça que je trouve intéressant. Vous savez, en ville, c'est à un certain âge... il y a beaucoup de jolies choses à Bordeaux qui ont été faites, mais passer un certain âge, voilà, sortir toute seule, voilà, on y va une fois, 2 fois, Et ici, je me sens très bien, enfin, ici, parce que je suis en Bourgogne actuellement, je me sens très bien. C'est magnifique, la région est magnifique, les étoiles dans le ciel, on les voit comme jamais je ne les ai vues. La sécurité aussi, parce qu'on peut laisser sa voiture ouverte, la maison ouverte. Oui, c'est vrai qu'en ville, on ne voit pas les étoiles. Vous avez raison de le préciser, parce qu'il y a trop d'éclairage dans la ville. Et à Paris, on voit rarement un ciel étoilé. Ah, mais ici c'est la première chose que j'ai remarquée, c'est les étoiles. Et voilà, donc je serai dans un petit hameau. Alors, j'ai très bien compris, je suis allée vers les gens. Oui. J'ai très bien compris que, on va faire le café ou pas. Oui. Les gens sont aimables, mais ce qu'il y a, c'est que, moi aussi, je suis du sud-ouest, donc j'aime bien parler. Et dans un hameau, c'est pas un problème. Mais le truc qu'il y a, c'est que les gens, ils se disent, elle aime bien parler, elle va commencer à dire... ça. Et comme on est un petit peu... à Bordeaux, j'habite dans un immeuble, mais les gens viennent et vont, c'est pas grave. Ici, comme on est là pour rester, si vous commencez à bien aimer verbaliser et tout, les gens se méfient parce qu'ils disent, tiens, qu'est-ce qu'elle me veut, petite ricocher, voyez. Oui. Voilà. Mais bon. Donc un peu ce qu'on disait. Il y a un an, j'ai pas encore déménagé, mais je sais par exemple que il y a le maire organise un truc qui s'appelle accueil pour les nouveaux arrivants. Voilà, surtout je vais y aller parce que il m'a dit il y a des associations, vous verrez, dans lesquelles
vous pourrez peut-être vous investir. Bon, je vais essayer de m'investir au moins dans une association. Je crois que c'est ce que Jean-Claude avait fait d'ailleurs. C'est ce qu'il compte faire. Pardon ? C'est ce qu'il compte faire. Ce qu'il compte faire, voilà. Parce que, ben voilà, les gens qui habitent à l'année, bon, c'est peut-être différent autour de Toulouse. Parce que ce que je voulais, moi, c'est que finalement, autour de Bordeaux, j'aurais pu acheter aussi peut-être une petite maison pas chère. Simplement, c'est pas la campagne. Il y a beaucoup de choses qui sont dortoirs. Alors qu'ici, c'est vraiment la campagne. Et les gens, je pense que s'ils voient que vous investissez dans une association, déjà, on rencontre des gens. Bon, j'ai pas forcément envie parce que vraiment, je suis très solitaire. Oui, alors justement, je voulais rebondir là-dessus, Nathalie. Ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, justement, pour faire, si vous voulez, le pendant de celui de Jean-Claude qu'on avait en début d'émission, c'est que vous dites, moi, finalement, la solitude, j'aime bien, ça me va bien. Et comment vous expliquez ça, ce confort que vous avez finalement avec la solitude? Est-ce que vous diriez que c'est un confort avec vous-même, finalement? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oh, certainement, oui. C'est un confort avec moi-même. Déjà, j'ai un studio, j'en reviens, excusez-moi, à la question du prix. J'ai un studio qui certainement doit valoir à Bordeaux 125 000 €. Ici, j'ai un jardin de 800 mètres carrés, j'ai des cerisiers, j'ai des rosiers, j'ai des pommiers. Oui. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Nathalie, c'est que vous avez mis du sens, vous voyez, du sens pour vous dans votre installation. C'est que vous faites la part des choses, la différence, en disant, pour ce prix-là, voilà dans quel univers j'habiterais et voilà aujourd'hui dans quel univers j'habite. Du coup, c'est vrai, une certaine forme de solitude qui va avec vous convient parce que tout ça a du sens pour la personne que vous êtes. C'est-à-dire le plaisir que vous avez d'avoir. Aussi parce que voilà, c'est pas un choix qui m'a été imposé. Moi, je suis célibataire, donc c'est un choix que j'ai fait. Que vous avez fait, exactement. Parfois, on dit ne désire pas trop que ton rêve se concrétise. Oui. Mais je dirais que quand on est seul, on prend sa décision. Et si jamais il y a des petits trucs à côté qui vont pas, on les assume parce que il n'y a que soi-même, il n'y a que moi-même qui ai pris ma décision. Donc les petits à côté qui me plaisent pas trop, je les assumerai parce que je n'ai pas suivi un conjoint à la campagne ou je sais pas quel était le cas de Jean-Claude. Non, le cas de Jean-Claude, il était blessé parce qu'il était justement dans une rupture et il s'était senti rejeté en fait, d'où sans doute ce sentiment de solitude. Disons que moi j'ai 51 ans maintenant. J'ai eu 50 ans l'année dernière, ma mère est décédée en octobre. Et j'ai eu un sentiment de ras-le-bol. Je me suis dit, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. J'ai toujours eu envie d'avoir un jardin. Je voulais un jardin. Et vous avez créé votre vie. J'ai remarqué cette région parce que c'est très joli, vraiment la Bourgogne. Alors, je vais pas faire la pub. Oui, là on reçoit un SMS, allez la Bourgogne. Allez la Bourgogne, oui. C'est gentil. S'il a envie de venir passer des vacances chez moi, avec plaisir que je l'accueillerai. Mais moi, je suis pas, je cherche pas l'amour. Je suis solitaire de toute façon. J'ai toujours aimé ça. J'ai l'impression que mon cerveau ronronne comme un moteur de voiture bien réglé quand je suis dans la solitude. C'est bête, mais c'est mon caractère, ma foi. Non, mais surtout, plus qu'un caractère, encore une fois, je reviens sur ce qui me semble assez important et qui peut aider beaucoup d'auditeurs, c'est tout le sens que vous avez mis dans votre choix. Vous parliez de responsabilité, mais il s'agit de ça à un moment donné. C'est le choix que vous avez fait et comme vous dites, finalement, les petites choses qui me vont pas, parce qu'il y a toujours des petites choses qui nous vont pas, je les accepte au nom d'une décision de fond que j'ai prise dans ma vie et qui me convient. De toute façon, je peux pas me plaindre parce que mes voisins, j'ai senti quelle personne, par exemple, j'ai une voisine qui est très gentille. Elle
été très chaleureuse au début. Je l'ai sentie un petit peu plus froide par la suite. Peut-être qu'il y a des choses en moi qui la dérangent, je sais pas. Mais l'autre jour, j'ai eu une rage de dents. Bon, elle m'a dit, vous avez ce qu'il vous faut au moins. Bon, je trouvais ça très gentil, quoi. Oui. Donc je sais que s'il m'arrive un petit coup dur, je pense que je peux compter sur elle. Oui, sur des voisins. Il ne faut pas demander aux gens plus qu'ils ne peuvent offrir sur le moment, je pense. Oui. Surtout. Il ne faut pas essayer de forcer. Je pense que... Oui, il y avait Ran, vous voyez, qui envoie un SMS pour aller dans votre sens, qui dit quand on arrive dans un village, on doit s'intégrer en douceur, ne pas brusquer les gens, respecter l'ambiance et le rythme que les gens sont créés. Il faut aller vers les gens. Ça, moi, quand je suis arrivée, j'ai sonné, j'ai dit bonjour, j'ai acheté... Il y a même un voisin, un monsieur... Je lui ai dit, je suis votre nouvelle voisine. Oui. J'ai acheté à côté, et c'est vraiment mon voisin. Il m'a dit, et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oui. Mais bon, il vaut mieux rire qu'en pleurer, Nathalie. J'ai pris ça, et puis maintenant, il est très gentil. Oui, mais Nathalie, mais vous seriez plus blessée ou moins bien dans votre peau, j'ai envie de dire, voilà une réflexion qui aurait pu vous faire pleurer, par exemple, vous voyez. Donc ça prouve encore pleurer, en tout cas vous blesser. De toute façon, à voyez. Bordeaux, vous savez, les gens ne sont pas très amènes dans les grandes villes. Bien sûr. Je dirais, je suis contente d'être ici aussi parce que les gens sont un petit peu rudes. Dans le sud-ouest, les gens, de prime abord, ils sont assez ronds. Et en fait, ils sont pas si aimables que ça dans le fond, quoi. Mm-hmm. Donc, je préfère des gens peut-être un petit peu plus rudes. Oui, mais plus vrais. Et un petit peu plus aimables. Oui. Enfin, de toute façon, moi, je suis ravie parce que ma maison, là, je suis ravie, quoi. Enfin bon. Écoutez, Nathalie. Je chanterai peut-être, mais je pense pas. Ouais. Merci en tout cas pour votre témoignage, parce que j'espère qu'il a. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Allez-y. Allô? Oui, je vous écoute. Parce que j'aimerais parfois dire quelque chose qui va peut-être vous déplaire, étant donné que vous donnez des conseils à des... J'entendais la personne qui intervenait juste avant les informations. Oui. Je voulais dire quelque chose, juste un petit message, voilà. Je voulais dire que, ça vient aussi de mon goût pour la solitude, mais je lis beaucoup, puisque je suis dans le pays de Colette. Oui. Donc, je voulais dire que nous sommes tous des élites quelque part, parce que nous avons, pour naître, traversé tellement d'épreuves, ne serait-ce que déjà pour être fécondé et tout ça. Je pense que tout le monde a en soi une très jolie créativité, et je pense que la créativité qui est en nous, on ne devrait pas la gâcher avec des choses mesquines. Parce que vous savez, moi j'ai 51 ans, je me rends bien compte, puisque je viens d'une famille très unie. Un jour, une femme, perd sa beauté, perd un peu son charme. Et si vous n'avez pas un homme ou quelqu'un, qui tient à vous, qui est capable d'aller vous voir en maison de retraite, eh bien, c'est dommage. Et moi, mais Nathalie, vous dites ça attendez, Nathalie. Oui, Nathalie, 2 minutes. Vous dites ça par rapport à l'histoire de Violette, et je voulais comprendre. Oui, mais quel lien vous faites avec l'histoire de Violette? C'est-à-dire, vous dites, je voulais lui donner un conseil. Quel lien je fais? C'est-à-dire que moi, j'ai eu une mère qui a eu la maladie d'Alzheimer. Pendant 10 ans, elle a descendu. Et si mon père s'était pas occupé d'elle, je pense que... Vous voulez parler du choix qu'on a d'un conjoint, c'est ça? Voilà, je pense qu'il ne faut pas s'escrimer. Dans une relation qui ne convient pas. C'est peut-être un peu facile de ma part. Non, pas du tout. Mais ça va dans le sens des réactions qui sont intervenues au sujet de Violette, effectivement, qu'il vaut mieux renoncer. Vous voyez, on a une créativité, une force en soi qu'on devrait mettre
dans la beauté et pas dans la mesquinerie. Eh ben, vous avez tout à fait raison, Nathalie, et merci de votre témoignage. Et je crois que Violette l'a justement bien compris, sa force et sa créativité. Merci beaucoup de m'avoir écouté, en tout cas. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Et merci. bonne Bourgogne. Hein. Bon Bourgogne. Au revoir, Nathalie. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Sophie. Voilà, moi je vous appelle pour vous parler de mon frère qui a 40 ans, qui est divorcé et qui a des problèmes avec l'alcool. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il a des problèmes depuis longtemps, mais bon, c'est vrai que j'habite pas près de chez lui, donc je suis pas dans son quotidien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs années, il a perdu son permis à cause de ça. Et comme il est commercial, ça lui a posé des problèmes. Mon père a même dû faire son chauffeur pendant 6 mois pour pas qu'il perde son boulot. Mais bon, il l'a perdu peu de temps après, malgré tout. Et puis, en fait, bon... Hélène, excusez-moi, on vous entend pas très bien à l'antenne. Peut-être vous parlez un petit peu trop près de votre combiné. Alors, je vais m'éloigner, voilà. Voilà, super. Oui, extra, voilà. Merci. Donc, voilà, entre-temps, maintenant, il a divorcé. Oui. Et on suppose que ça n'a pas aidé, ce problème d'alcool, par rapport à ça. Et en fait, pour tout vous dire, bon, il nous a dit qu'il se faisait, depuis 6 mois, qu'il a vu un médecin et qu'il se faisait aider. Et puis, bon, on le trouvait plutôt mieux. Enfin bon, je le vois pas très souvent. Hein. Je le vois, je sais pas, tous les 2-3 mois, hein, pas plus. Et puis en fait, là, voilà, je suis en vacances chez mes parents, il est là, et mon père a découvert dans ses bagages des bouteilles d'alcool modifié, plus ou moins vides, plusieurs bouteilles. Il en avait déjà vu dans sa voiture à un autre moment, mais bon, il avait dit que ça lui servait à différentes choses. De même, le week-end dernier, quand il est venu chez moi, il était allé en acheter une avec mon mari. Bon, il a dit que c'était pour... Voilà, il a trouvé une raison... Et vous l'avez déjà surpris ou vu en train de boire, ça, non. Ou dans un état de d'ébriété important? Non. 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 Mais apparemment, il tient bien l'alcool. Oui. Parce que même quand il a été arrêté pour son problème de voiture, quand il était bien... Il tenait bien, quoi. C'est un tabou dans la famille, l'alcool, là? Donc vous êtes tous en vacances ensemble, c'est ça? Non, je suis simplement chez mes parents. Bon, lui, il est là, oui, voilà. Il est là. Non, voilà. Donc, c'est pas un tabou, parce que, du coup, moi, c'est vrai qu'avec mes parents ont essayé d'aider comme ils pouvaient. De lui en parler? Alors, voilà, bon, c'est vrai que c'est un petit peu conflictuel parfois entre mon père et lui, parce qu'il n'accepte pas du tout les remarques. Il n'accepte pas du tout... Il est dans le déni? Enfin, en fait... Alors là, voilà. Donc, moi, j'ai essayé de lui parler ce matin, franco, parce que c'est vrai, quand on a découvert ça, je me suis dit, il faut absolument que... J'ai dit à mon père, c'était bon... Comme j'avais peur qu'il réagisse un peu mal avec mon père, j'ai dit, moi, je vais essayer de lui parler, mais d'être dans le soutien, dans l'aide, pas dans le critique, voilà. Ouais. Donc, je lui ai parlé ce matin en lui disant, voilà, que moi, ça m'inquiétait, que je l'aimais beaucoup, j'avais envie de l'aider, que je voulais pas qu'il, voilà. Qu'on avait découvert ça, ces bouteilles, et que... Mais lui, il était complètement dans le déni. Il dit, non, mais c'est parce que c'était pour mon travail, et voilà, il a trouvé une excuse. Ah oui, à aucun moment il a acquiescé. Ah, il n'a pas reconnu. Non. Au point que moi j'en ai douté. Je me suis dit, peut-être que je me suis trompée. Oui. Voilà, mais bon, en même temps, ça paraît gros d'avoir plusieurs bouteilles d'alcool modifié. Enfin, on en a besoin d'une. Mais en plus, il les trimballait avec lui. On promène pas avec soi des bouteilles d'alcool comme ça. Bah, vous dites qu'il a perdu son travail et... En fait, il a perdu plusieurs fois son job. Il est commercial. À plusieurs reprises, il a eu du mal à retrouver. Là, il en a retrouvé un depuis 6 mois. Et vous avez toujours un lien avec son ex-femme? Enfin, vous étiez proche dans la famille d'elle? Non, on n'était pas très proche. Donc, vous savez pas si... Vous n'avez pas d'informations de fait de savoir si effectivement cette histoire d'alcool a joué dans la séparation? Ah bah oui. Oui. Si, parce qu'il y a eu, au moment du divorce, elle a fait témoigner des voisins contre lui par rapport à ça. Par rapport à ça, oui. Ouais. Là, Hélène, c'est très compliqué pour vous de l'aider, parce que aider quelqu'un qui est dans une addiction à l'alcool, mais qui est dans le déni, vous voyez, et
parce qu'il est dans la honte. Hein. Il faut comprendre qu'il peut même pas le reconnaître lui-même parce que c'est trop lourd à porter et qu'il est dans le déni de son addiction. Donc là, vous n'avez pas vraiment de marge de manœuvre. Comment il a réagi après à la discussion que vous avez eue ce matin, vous voyez, dans le reste de la journée, dans votre relation avec vous? Alors, dans la journée, il est parti travailler, donc après, je l'ai pas revu. Oui. Et puis, ce soir, quand il est rentré de son travail, il y avait les enfants qui étaient là, bien sûr, on n'en a pas parlé. Et puis ensuite, il est allé se coucher, donc j'ai pas pu en reparler avec lui. Mais par rapport à cette discussion de ce matin, il m'a dit oui, je sais, je suis au courant, je sais bien, je suis conscient. De toute façon, j'ai vu mon médecin, ça fait 6 mois. Ah bon, donc il est... Parce que vous m'avez dit qu'il était dans le déni, non? Alors, en fait, c'est ça qui est étrange. C'est qu'il me dit oui, je sais, ça fait 6 mois que j'en ai pris conscience, je vois un médecin, je ne vois plus. C'est vrai, l'autre jour, je suis allée avec mon fils au supermarché, je lui ai offert un petit soda et puis moi j'ai pris un demi, mais c'est tout, je bois pas plus. Et puis en même temps, il y a ces bouteilles qui sont là, quoi. Et ces bouteilles, lui dit que c'est lié à son travail. Enfin, c'est réel ou vous pensez que... Moi je pense que ça me semble. Moi je pense que c'est. Je pense pas que ça soit lié à son travail. Non, c'est pas possible. D'accord. Non, mais. Ouais. Ça me semble gros, puis de les promener comme ça avec lui, alors que là, en ce moment, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était pas en lien avec son travail. Ouais. Alors, en même temps, il a l'air d'être assez clair dans ce qu'il vous a dit. Le souci avec des personnes atteintes de troubles alcooliques, c'est que ils savent bien raconter des histoires, bien éviter la confrontation. Ça fait partie je dirais de la maladie entre guillemets. Donc ce qui pour vous rend la tâche compliquée. Par contre, je pense que vous avez une bonne démarche en lui en parlant, parce qu'il sait que vous savez, vous voyez, il faut lever les tabous dans ces cas-là. Donc c'est important, c'est peut-être important de lui redire, en tout cas vous lui avez dit votre affection, que vous étiez là. Donc c'est un soutien et ça il l'a entendu, c'est-à-dire qu'il sait. Il a aussi un engagement vis-à-vis de vous de dire je me soigne, j'ai vu un médecin. Maintenant l'état, c'est difficile pour vous de faire plus. Peut-être qu'il y a peut-être à travailler ou à voir la relation avec vos parents et à aider vos parents à vivre ça, parce que là pour le coup c'est compliqué aussi. C'est quelque chose qui concerne toute la famille. Et là, comme vous êtes en vacances avec eux, et pour vos parents, c'est très lourd également à apporter. Oui, non, puis bon, il y a un côté très matériel, c'est que là, ses enfants sont avec nous. Oui. Il repart samedi. On se dit, mais est-ce qu'il va repartir avec des grammes d'alcool dans le sang pour ramener ses enfants à son ex-femme? Enfin, ça nous effraie, quoi. Oui. Parce qu'en plus, c'est de l'alcool modifié. Alors, mon père calculait, il disait, il avait vu la bouteille diminuer. Pour ce qu'il a bu, ça représente une bouteille de vin. Et ça représente plus d'1 gramme d'alcool dans le sang. Et il dit, mais il ne peut pas prendre la voiture pour ramener ses enfants. Enfin. Mais au moment où il va prendre la route, vous allez être là? Enfin, vous, non? Moi, je repars pas avec lui. Oui, enfin, vos parents? Mais on sera présent au moment où il va reprendre la route, mais même si... Oui, ça n'empêche pas de boire. Ça n'empêche pas de s'arrêter et puis d'aller boire... C'est ça qui est un peu effrayant, quoi. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, appeler son ex-femme et voir avec elle s'il n'y a pas un moyen de... Non, alors mon père se disait, moi je l'emmène et puis je remonterai en train. Enfin, pas qu'il prenne la voiture, mais bon, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Oui. Mais pour lui faire prendre conscience qu'il met ses enfants en danger. C'est-à-dire que par l'action de votre père, il peut prendre conscience, vous voyez, par un acte finalement qui est un acte de soutien et de protection des enfants, enfin des petits-enfants en l'occurrence. Ça peut effectivement, il peut se dire prendre conscience qu'il met en danger la vie de ses enfants. Ça peut être effectivement un moyen qui n'est pas un moyen de... forcément de trop le juger, parce que ce qui est très compliqué là pour le coup, c'est de le mettre tellement en face de lui-même qu'il se sent jugé, mal jugé, et qui fuit du coup dans l'alcool, vous voyez, et là vous renforcez le problème. C'est toute la complexité là de la relation avec quelqu'un comme ça, c'est par son attitude de pas renforcer
Bah oui. Son addiction. Bah oui, c'est complexe. Bon, puis, et puis en plus, comme il est commercial, il risque à nouveau de perdre son boulot. Parce que quand il parle de suivi, vous lui avez demandé de quel type de suivi il avait? Parce qu'est-ce que c'est un médecin traitant généraliste? Est-ce qu'il a été... C'est un généraliste, mais apparemment, je n'ai pas trop bien compris, qui fait aussi un peu de psychologie. Enfin, c'est un petit peu étrange. Je n'ai pas tout compris, mais bon, c'est quelqu'un qui apparemment qui l'aide. Qui est un médecin généraliste, mais qui l'aide au niveau psychologique. Mais voilà, est-ce que ça suffit? Enfin, il me semble que pour un alcoolique, j'ai l'impression que cette histoire d'alcool modifié, mon père on a déjà vu dans sa voiture il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an, oui, c'est ça que j'allais vous demander. Et donc je me dis, puis repasser en plus à cet alcool-là, je trouve ça tellement terrible. Et d'ailleurs, à table, il boit du vin ou non, des à table, il n'y a pas d'eau à table. Enfin, chez mes parents, là, il n'y a pas de... Il y a que de l'eau à table. Il n'y a que de l'eau, pardon. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il suffit d'une fête de famille ou d'une fête chez des amis. Et là, vous l'avez vu boire beaucoup dans ces cas-là? Non, mais justement, je pense qu'il n'a pas besoin de boire, finalement, puisqu'il a ça derrière. Il donne bien le change. Mais ça veut dire que s'il sait se contrôler en public, on peut penser qu'il se contrôle avec ses enfants sur la route? Oui, mais... Non? Quelle relation il a avec ses enfants en tant que père? Il est très attaché à eux. Il s'énerve très facilement. C'est vrai qu'il est assez irascible. Mais sinon, il est très attaché. Et protecteur, enfin, vous le sentez responsable? Oui. Ah oui. Donc, il ne prendrait pas le risque, s'il est capable de se cacher en public, il ne prendrait pas non plus le risque de conduire... Je ne sais pas s'il se rend vraiment compte. J'ai l'impression que comme il tient bien l'alcool, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte qu'il va avoir 1 gramme d'alcool dans le sang, donc des réflexes diminués, donc, etc. Parce que lui, il tient bien. D'ailleurs, la fameuse fois où il a été arrêté par la police, il a trouvé plein d'excuses et c'était vraiment pas sa faute. Puis les policiers, ils avaient fait beaucoup trop de zèle. Enfin, c'était presque la faute des policiers. Oui, mais il a été, il a eu un alcotest qui a prouvé que. Ah oui, et puis il y a eu un jugement, etc. Ah oui. Mais il a eu même ça, il a eu du mal à le reconnaître. Ah oui, donc il est quand même dans un déni. Et donc dans la discussion, vous voyez ce matin, il a dû mystifier un petit peu, vous rassurer en vous donnant des éléments de... Oui, c'est ça en fait ce qu'il a fait plutôt. En fait, c'est pas certain. Mais moi je peux pas vérifier si non. Vraiment... Ah oui, vous voyez, il y a Olivier le patrouilleur qui dit que l'alcool modifié provoque de gros dégâts au niveau du foie. Il est aussi en danger pour sa santé. Bah oui, bien sûr. Ah oui, mais ça m'effraie. D'ailleurs, en ce moment, il y a toujours un truc, il a mal aux dents, il a mal à ceci, il a mal à cela. Je me dis, il est en train de se déglinguer de l'intérieur, là. Et Brigitte demande comment se fait-il qu'il boive un alcool pareil et comment se fait-il que vous ne sentiez jamais l'odeur de l'alcool? Eh bien, justement, c'est ça qui est... je pense que ça... Enfin, moi, je découvre. Mais effectivement, par rapport à une bouteille de bière, une bouteille de vin, on le sent beaucoup moins. Ah oui, il n'y a pas la laine. C'est vrai que comme je vous dis, je le vois pas beaucoup. Je le vois 3-4 fois par an. Mais il faut vraiment avoir ça dans l'idée. Bon, déjà, moi, j'aurais pas imaginé qu'on puisse boire ce genre d'alcool. C'est de l'alcool à... Oui, il y a un auditeur qui demande c'est de l'alcool à 70, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et en fait... une fois, j'étais près de lui, je trouvais que ça sentait effectivement l'odeur, vous savez, pansement, médicaments, enfin, on pense à clinique, hôpital, voilà. Bon, mais je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à autre chose, j'ai pensé à une blessure. Mais oui, parce que c'est comme un désinfectant. Voilà. Mais ça sent pas du tout l'alcool comme on peut sentir sur un autre alcool. Alors, et c'est ça qui est traître. Oui, qui est traître. Alors oui, il y a Petit Ange qui dit il existe des associations pour se faire aider. Oui, bien sûr, mais en même temps, le problème, c'est est-ce qu'il veut se faire aider? Oui. C'est ça, en fait, finalement, là, le problème que vous posez, qui est effectivement très complexe, c'est son niveau de conscience à lui. Et ce qu'on comprend, c'est que il est faible dans le sens où il vous rassure pour créer, en fait, pour mieux se cacher.
C'est ce que je comprends, et j'en ai peur. Oui. Alors effectivement, que votre père aille avec les enfants, ça peut toucher son orgueil de père et aider à une prise de conscience, sans le juger, voyez, comme un soutien. Donc ça peut être une belle action pour l'aider. Et puis peut-être essayer de lui dire que s'il se soigne pas pour lui, il se soigne pour eux. Peut-être se servir de ce levier-là, vous voyez. Ça, je lui en ai parlé ce matin. Voilà. En gros, je lui ai dit, écoute, t'as 40 ans, hein, t'as fait en gros la moitié de ta vie, mais t'es capable de vivre plus de 40 ans encore. T'as foutu en l'air une partie de ta vie avec cet alcool. Donc maintenant, il faut que les 40-50 années qui viennent, tu les vives autrement, quoi. Tu t'en profites pleinement. Et comment il a réagi? Et voilà, je lui ai dit, mais pense à tes enfants. Voilà, t'as tes enfants qui grandissent, ils sont encore tout petits. Tu vas les voir grandir, après ils vont être ados, adultes, tu auras peut-être des petits-enfants, il faut que tu en profites jusqu'au bout, et avec ça, tu te détruis, quoi. Et comment il a réagi? Et là, il disait rien. Il a rien dit. Ouais. Il me regardait pas. Ah ouais. Il disait rien, donc qui nous dit mot consent, mais en même temps, voyez... il s'est pas énervé en disant mais arrête de me parler de ça, c'est pas vrai. Non, il est dans la souffrance. Il sait que vous avez raison. Il est dans la honte et il sait qu'il n'arrive pas à faire face. Alors peut-être que d'ici le départ, si vous pouvez reparler avec lui, elle a un cran plus loin en proposant de l'aider, de l'emmener vers une association, vous voyez, petit à petit, peut-être en douceur, qu'il aille vers une propre prise en charge. Parce que là, il vous a entendu, vous voyez, quand vous dites qu'il vous regardait pas, qu'il regardait par terre, il a compris. Il a compris sans comprendre, il veut pas. Parce qu'il a la croyance qu'il peut pas vivre sans. Vous lui parlez d'une vie sans, mais lui, ce qu'il comprend de sa vie, c'est que il peut pas vivre sans. Et là, il faut l'aider à entrevoir une vie sans, mais sans, c'est passer par du soin. Oui, bah oui. Donc peut-être petit à petit, vous voyez, étape par étape, la grande prudence à avoir, c'est qu'il se sente jamais jugé. Moralement, vous voyez, être très prudent là-dessus, sur l'image, parce que comme il est dans la honte, il est fragile, il fait ça en cachette, vous voyez. Donc plus il se sentira honteux, plus il risque de fuir dans l'alcool. Donc c'est essayer d'être le plus en empathie possible avec ce qu'il vit, le plus proche de sa fragilité à lui. Avec beaucoup de bienveillance, essayer d'accueillir sa difficulté en disant ta difficulté c'est aussi la nôtre en tant que famille et on peut t'aider, on peut le faire ensemble et s'il sent qu'il peut compter sur vous, peut-être ça peut l'aider à aller vers lui. Il a besoin d'être ramené, vous voyez, d'être ramené comme un bateau à la dérive, il dérive. Hein? Donc il y a Brigitte qui dites-lui que vous savez que c'est terriblement dur d'en sortir, mais que vous êtes à ses côtés, prête à l'aider sur ce parcours du combattant. Oui, je suis assez d'accord avec Brigitte. Oui, je reprends l'idée du bateau qui dérive, parce qu'il dérive. Donc il faut le ramener très doucement vers le rivage. Et je pense que votre intervention était bonne. Oui, pardon. Ma difficulté, c'est que j'habite pas près de chez lui et qu'il vit seul. Donc c'est vrai que la solitude là est pas aidante non plus. Non, mais déjà dans le temps là que vous avez avec lui, ça peut déclencher déclencher quelque chose. Aussi l'attitude de vos parents, et petit à petit prendre des nouvelles. On peut être très présent tout en étant distant, hein. C'est pas, mais voilà, s'enquérir de savoir s'il va vers lui-même. D'accord. Ça peut aider. Bon courage en tout cas, Hélène. Hein. Est-ce que je peux me permettre de demander, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui pourraient me donner des noms d'associations que je pourrais lui communiquer? Parce que c'est vrai que je ne sais pas trop vers qui me tourner au niveau association, s'il y a ou alors si c'est plutôt local, ce genre de choses. Oui, c'est plutôt, là, il y a les alcooliques anonymes, mais c'est aussi plutôt local. Alors, il y a les services d'addictologie à l'hôpital, il y en a de plus en plus maintenant. À Paris, il y a un très gros service à la Pitié, mais je ne sais pas dans quelle ville il est, mais sans doute s'il est près d'une grande ville, il y a aujourd'hui des services d'addictologie à l'hôpital qui peuvent être très aidants
peut-être plus d'ailleurs que plus, j'en sais rien. Enfin, ça peut être les deux. Vous voyez, ça peut être association et à l'hôpital. Mais peut-être sur Internet, vous regardez par rapport à la ville où il habite et peut-être effectivement de lui donner. Alors oui, il y a Marine qui aussi envoie une idée. J'y pensais également et je le dis souvent quand il y a des auditeurs qui appellent pour ce genre de problème, c'est qui lisent et qui voient le film. Vous savez, Un dernier pour la route. Comment Un dernier pour la route. Un dernier pour la route. Oui, c'est donc un film avec Cluzet qui joue le rôle d'un alcoolique qui justement est dans le déni et qui va faire un peu le chemin de se trouver. Vous pourriez éventuellement soit louer, soit lui offrir ou le regarder en DVD avec lui et ça existe aussi en livre de poche. Et ça, c'est l'histoire finalement d'un homme qui voit sa vie détruite et qui finalement va tout d'un coup avoir un déclic, mais qui rechute, qui repart. Et c'est vraiment tout le parcours du combattant que décrivait Brigitte. D'accord, très bien. Bon courage Hélène en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Ouais, bon courage à vous. Au revoir Hélène. Au revoir. Bonsoir. Badaboum Buridan. Et puis avant d'accueillir Martine en réaction à Hélène, juste pour vous redonner Hélène les coordonnées du livre là dont je vous parlais à l'instant, c'est Le dernier pour la route d'Hervé Chabalier, vous savez le journaliste qui a raconté son histoire, et d'ailleurs le sous-titre du livre c'est Chronique d'un divorce avec l'alcool, et c'est aux éditions Pocket. Et puis il y a eu un film qui a été tourné autour de cette histoire avec Cluzet. Voilà. Martine, vous êtes là ? Allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir Martine. Bonsoir Sophie. Oui, je voulais intervenir. Oui. Je suis une ancienne alcoolique. Oui. Et je me suis arrêtée de boire il y a 23 ans. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool, je n'en ai plus envie, mais je sais que ça peut me retomber sur le nez du jour au lendemain, même avec un dé à coudre. Ce sera suffisant. Ouais. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, Sophie, parce que c'est important pour celui qui boit, à savoir que l'alcoolisme, c'est avant tout une maladie. Oui. Et c'est reconnu comme tel depuis, je ne sais plus exactement, mais oui, ça vous doit avez être raison. 12-15 ans à peu près. Oui. Donc, quand j'ai réagi tout de suite quand vous avez dit c'est une maladie entre guillemets. Oui. Alors, oui. faut enlever les guillemets vite. Hein, oui. Parce oui. que savoir que c'est une maladie permet bien souvent, et moi je l'ai vu très souvent, oui. De déculpabiliser finalement. Par rapport au malade lui-même, il se dit si c'est une maladie, c'est peut-être différent. Si je suis malade, je peux être aidé. Peut-être que je peux me soigner. Oui, vous avez raison. Oui, mais avant d'en arriver là, il faut qu'il touche son fond. Et ça, c'est terrible. Qu'est-ce que vous appelez, Martine, qu'est-ce que vous appelez toucher son fond ? Qu'il aille au bout de son alcoolisme, qui commence, parce que d'après ce que j'ai compris, il avait de l'alcool modifié. Oui. Bon, alors ça, c'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quelque chose de très courant chez le malade alcoolique. Hein, oui. De boire de l'alcool modifié, pas de problème. Je pourrais vous citer plein de l'eau de Cologne. Enfin, ça peut passer par tout un tas de boissons autres que la bière ou que le whisky ou autre chose. Hein. Bon, il y a tout ça aussi également. Hein. Et de plus, j'ai senti que cette dame qui était au téléphone se disait qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Je crois que sa question, elle était là. Oui, elle était là. Voilà, et je l'ai vraiment ressenti. Et qu'est-ce que vous en pensez, Martine, vous qui avez justement connu cette maladie ? Je vais vous dire les choses très simplement, Sophie. Malheureusement, toutes les personnes qui peuvent l'entourer et qui l'aiment sont les dernières à qui pouvoir pourront l'aider. Parce que quand ce monsieur rentre, je ne sais pas quel âge, je n'ai pas entendu si il a 40 ans. Elle avait donné l'âge des enfants. Non, on a son âge à lui, il a 40 ans. Oui, donc il a des enfants qui peuvent lui regarder les yeux et
une compagne, une épouse. Il est divorcé. Oui. Et, qui vont se dire est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il n'a pas bu, et ou même qui vont lui poser la question. Le résultat dans ce cas-là, et je peux vous assurer à 90%, à la première occasion, il va se prendre sa petite fiole et il va se la boire. Ouais. Parce que ça, le malade alcoolique ne le supporte pas. De même que tu devrais te soigner, tu te rends compte dans quel état tu es, est-ce que tu te rends compte pour les enfants ce qui peut arriver, est-ce que tu vas prendre la route, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas bu parce que tu pars avec les enfants, tout ce genre de choses et qui viennent. Et alors, qu'est-ce qu'il peut entendre, Martine? Oui, j'entends bien ce que vous dites. Mais malheureusement, ça n'aide pas, parce que ça renforce sa culpabilité, sa honte, j'imagine. Bien sûr. Mais oui, c'est ce que je vous disais, c'est le risque. Complètement. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fonctionne, on va dire? Qu'est-ce qui fonctionne? C'est le jour où vous dites, où je vais parler pour Oui, parlez de vous, oui. Le jour où je me suis dit, ça suffit, j'en peux plus. J'en peux plus, il faut que j'arrête parce que je vais finir par crever. Et parce que ça, c'est une réalité. J'en ai vu beaucoup partir parce que, grâce à mon abstinence, j'ai pu essayer de transmettre ça à d'autres. Dans le milieu hospitalier, par exemple, ou donner une information auprès des infirmières, même auprès du lycéen et tout ça. Donc, c'est important pour moi de transmettre tout ça. Et puis, si j'ai entendu qu'il y avait le médecin, alors le médecin, effectivement, peut guider ce monsieur le jour où il aura, il aura vraiment accepté et décidé de faire quelque chose. Oui, c'est là où vous disiez tout à l'heure quand il aura touché le fond, hein, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, j'entends bien. Le jour, il en pourra plus. Ben oui, mais la question, vous voyez, d'Hélène, c'était mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'on fait s'il prend la route? Malheureusement, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que vous savez, je crois que nous, alcooliques, on a une très bonne étoile au niveau de la conduite. Moi, je peux vous assurer. Oui. J'ai vécu ça. Oui. Oui. Et bon. Il y a comme une vigilance un peu décuplée, hein, j'imagine. Pardon ? Comme une vigilance, en fait, qui est décuplée. Oui, tout ça. Et puis, vous savez, il y a quand même aussi une chose. Les enfants, les enfants constatent. Moi, quand je me suis arrêtée de boire, que je ne dise pas de bêtises, mon plus jeune fils avait 9 ans et mon fils aîné avait 15 ans. Oui. Et je peux vous assurer que celui de 9 ans, quand il me voyait, il me regardait ou il allait regarder les bouteilles. Moi, je peux vous assurer qu'en plus, l'alcoolique est très rusé. Parce que les planques, vous ne les trouvez pas. Mais lui, il sait. Même s'il est complètement il sait où il a mis ses bouteilles. Ben oui. Merci Martine pour votre témoignage très touchant. Beaucoup de grâce et Martine, j'ai une pensée très sincère. Merci beaucoup. On doit se quitter. Bonne nuit à tous. Merci de nous avoir suivis. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous dis à demain et tout de suite le flash. Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.